Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries Bosch. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Jean-Antoine Mathias Laureus de l'Organisation internationale pour la démocratie et la gouvernance. Cette organisation a commandité une étude portant notamment sur l'évaluation de la qualité de la gouvernance politique en Haïti de 1804 à 2025. Quels sont donc les chefs d'État qui ont été plus performants? Donc, on va prendre connaissance des résultats dans le cadre de cette émission ce matin. Et puis, vous aurez une idée du classement. Aussi, ça s'est basé sur 46 chefs d'État. Le professeur Jean-Antoine Mathias Laureus est en ligne avec nous. Il intervient de la province Étang, particulièrement de Port-Salut. Professeur, bonjour, bienvenue sur Métropole. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Bonjour, merci Wendel, merci parce que vous acceptez de recevoir moi dans l'émission ça, on est un pile monde qui a regardé, un pile monde qui a attendu, et nous là pour nous parler d'un sujet important, la gouvernance politique. Oui. Qui ça qui t'a motivé nous organiser étude ça, mener étude ça? C'est ça. Il y a deux niveaux là. Un premier niveau qui c'est niveau de l'Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance. Organisation ça, c'est organisé un forum international sur la gouvernance en Haïti. Il y a de ça quelques mois. Et après forum ça, il a lancé une commande. Et moi-même, t'es intéressé parce que c'est une commande pour que vous ayez réalisé une étude à portée historique sur l'évaluation des performances des chefs d'État qui ont dirigé l'État d'Haïti de 1804 à 2025. L'important pour moi, pour que nous te répondions à lui-même, parce que comme économiste, je suis intéressé au phénomène de long terme. M'a regardé parcours de développement d'Haïti, moi son parcours de développement pas calamiteux pour le moins, et des institutionnalistes, économistes encore institutionnalistes, mettaient en phase sur relation qui gagnait entre institutions politiques, règles du jeu, et tout aussi mode de gouvernance et le parcours de développement. Là, je en tête moins Deon Acemoglu, prix Nobel d'économie de l'année dernière, et Roger Myerson, il a prix Nobel d'économie de 2007. Et me dit, bon, OK, ça c'est une opportunité pour moi, après que je fais un paquet de fait des recherches sur les phénomènes d'insécurité à travers l'histoire d'Haïti, comment phénomène ça a râlé Haïti, mener dans les profondeurs des carrelés abyssales du misérabilisme. Et le ça me dit, bon, regardez le phénomène de la gouvernance politique de la nation. Et puis il me dit, bon, me répondre à comment ça. Donc, et le ça me dit, très bien, évaluation de la qualité de la gouvernance politique en Haïti, en garder et établir cadre méthodologique qui permettent que moi commencer faire étude ça, commencer conduire étude ça. Maintenant, première raison pour moi qui fait me accepter lui, c'est parce que ça permet que
moi approfondi beaucoup plus travail, moins sous compréhension des facteurs historiques qui ont conditionné le parcours de développement d'Haïti et qui influencent, je dis encore, les réalités du développement économique, les réalités économiques de l'État d'Haïti. C'est ça que je vais répondre à ça. OK, maintenant, il y a deux bagages qui intéressent. Pour qui ça, nous tenons compte uniquement de la gouvernance des chefs d'État qui partent diriger le pays, qui va exercer pouvoir en transition. Pour qui ça nous fait ça? C'est ça. Certainement, au IDG, et au même, il n'y a pas de fait différence là. Moi-même, je dis, gouvernement transition, il y a deux missions. Créer conditions pour faire élection, créer conditions pour permettre de faire élection. Et deuxièmement, faire élection. Nous avons toute une histoire de gouvernement de transition en Haïti. Certainement, les uns plus calamiteux que les autres, mais généralement, il n'y a pas une autre mission qui c'est permettre que nous sortions, nous passions dans rupture de l'ordre démocratique, de l'ordre institutionnel, et pour nous retourner à la normalité. Donc à partir de ce moment, nous pour m'évaluer à la loupe de tout un ensemble de critères qui sont généralement retenus pour évaluer la qualité de la gouvernance politique. Et là, moi, je dis, bon, à côté, peut-être qu'il y a une évaluation qui a faite de eux-mêmes sous efficacité dans l'exercice mission, qui c'est deux missions. Créer conditions générales pour réaliser l'élection et puis réaliser l'élection. OK. Maintenant, combien de critères, nous avons tenu compte de combien de critères et qui critères ça y est? Merci. Et rapidement, on fait une petite précision sous chef d'État. En dit de préférence, période de gouvernance, ça, 46 périodes de gouvernance. Nous partons de l'empereur Jacques Ier et pour nous arriver avec le président Jovenel Moïse. Maintenant, dans l'intervalle, il y a des périodes de gouvernance que nous disons, il y a des présidences que nous scindons en deux. Par exemple, le président François Duvalier. Le président François Duvalier, il exerce ce pouvoir-là de 1957 à 1971. Mais nous dit qu'il y avait deux réalités au cours de cette période d'exercice du pouvoir exécutif. Première réalité, c'est de 1957 à 1963, période au cours de laquelle il exerce ce pouvoir-là sous l'égide de la Constitution de 1957. Et arrivé à 1963, nous avons l'autre réalité d'un président qui dit être libre à vie, qui établit les cadres institutionnels pour le gouvernement à vie, et l'autre réalité dans l'exercice du pouvoir. Donc là, ça, nous avons deux présidents, François Duvalier. Une qui sont période 1957-1963, et l'autre là, 1964-1971. Donc c'est l'NFSAO qui permet de nous arriver à 46 périodes de gouvernance, qui sont distinctes de l'autre. OK. Pour nous arriver, faire évaluation, ça, nous avons retenu 17 critères d'évaluation de la qualité de la gouvernance politique, qui généralement retenus ou discutés dans les milieux universitaires, académiques, à travers le monde. Première, c'est la cohésion de la nation. Est-ce que c'est, pendant la période de gouvernance, ça, politique publique, action chef d'État, est dirigée vers la cohésion de la nation, c'est-à-dire, il était fait pour permettre différentes composantes de la société, ils étaient capables de converger l'énergie vers des lieux compatibles à l'intérêt collectif. Est-ce que le travail ça a été fait? Cohésion de la nation. Deuxième critère là, c'est le courage politique et le leadership. Et ça, c'est important pour un chef d'État, faire preuve de courage politique et de leadership, particulièrement dans la réalité de l'exercice du pouvoir, tant que ça en Haïti. Troisième facteur, c'est l'habilité dans l'exercice du pouvoir, parce que l'exercice du pouvoir est avant tout et surtout un exercice d'habilité qui consistait à faire que tout intérêt individuel fait converger certainement pas réprimer les intérêts individuels, pas réprimer les intérêts du groupe, mais fait converger vers des lieux compatibles à l'intérêt collectif. Ça, habilité important. Il y a l'intérêt de la nation.
il y a des gens, des chefs d'État qui exercent le pouvoir dans l'intérêt de leur groupe d'appartenance ou généralement de façon incompatible à l'intérêt collectif. Donc, pour nous, c'est nécessaire pour nous regarder est-ce que chef d'État nous, le mode d'exercice pouvoir, est-ce qu'il a été fait en compatibilité à l'intérêt national. Alors maintenant, l'autre critère qui est important, ce sont les jeux avec les États étrangers. Parce qu'un État, il fait partie d'un univers, côté chaque univers d'État, côté des éléments, ce sont tout un ensemble d'États. Donc, et chaque État, il a maximisé intérêt collectivité par eux, sans grand égard pour les intérêts des autres collectivités. Il y a prendre intérêt certains autres États plus puissants comme étant des contraintes, mais l'intérêt, disons, les jeux avec les États étrangers est fondamental dans l'exercice du pouvoir exécutif. Et son chef d'État, pas comprendre ça, c'est qu'il ne pas comprendre qui joue que lié. Les leviers d'influence. Un chef d'État disposait de tout un ensemble de leviers d'influence. Les manipulations stratégiques, les effets d'annonce, les politiques tarifaires, politiques fiscales. Ce sont des leviers qui sont à la disposition d'un chef d'État qui a permis de réaliser mission ultime qui c'est la maximisation du bien-être collectif. Maintenant, autre critère, la modernité et le progrès économique. Et ça, c'est très important. La modernité. Est-ce que le mode d'exercice du pouvoir, là, mettez-la à l'avant-garde de l'évolution sociale, pendant que la même société a l'autre dynamique, côté la modernité, avec tous les apparats de la modernité, et certainement ça va accompagner avec le progrès économique et social. Maintenant, le prestige de l'État. Le prestige de l'État, c'est important, parce que quand un chef d'État est prestigieux, il gagne confiance. Et action lui a un meilleur résultat. Et il y a sorti beaucoup plus, disons, action lui a un meilleur résultat, action lui en relation avec les acteurs du jeu intérieur, dans les jeux intérieurs, et avec les acteurs dans les jeux entre les États. Donc le prestige de l'État est important. Maintenant, le renforcement institutionnel, fondamental, pour qu'un chef d'État œuvre au renforcement des institutions de l'État, et c'est ça qui a assuré pérennité de l'actif que l'ICA gagne dans l'exercice du pouvoir, mais tout aussi la pérennité de l'État. Maintenant, il y a la sagacité. La sagacité, c'est la capacité à comprendre les choses au-delà des apparences, à comprendre les choses, à appréhender les choses et les événements dans leurs dimensions multiples. Et c'est le ça, mon chef d'État, capable de dire, OK, on comprend le problème, et un problème qu'on comprend bien, il y a moitié résultat. Donc ça, c'est la sagacité. Monde qui remet Machiavel, il y a point que Machiavel dit que la sagacité, c'est une caractéristique fondamentale qu'un homme d'État doit gagner, qu'un chef d'État gagne, que le prince doit avoir. Il y a la sécurité intérieure et la sûreté intérieure et la sécurité des frontières. C'est fondamental. Un chef d'État doit en tout temps assurer qu'il y ait contrôle toute menace qui a de l'intérieur et puis toute menace qui a venir de l'extérieur, des menaces qui a nuit à la sécurité de l'État, et certaines de ces menaces peuvent être de nature existentielle. Donc, un chef d'État qui part gérer le pays de mesure au prend, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, la stabilité politique et sociale. Quel que soit à qui un pays est fait, quel que soit à qui un chef d'État est gagné, l'exercice du pouvoir exécutif, là, s'il n'y a pas la stabilité, tout ça va voler en fumée en jour. Et job l'État, job un chef d'État, c'est exactement, c'est avant tout et surtout travail pour qu'il y ait une stabilité. Cette stabilité, il ne peut pas venir de par lui-même. Le résultat d'un travail chaque jour avec acharnement pour permettre que toutes les composantes de la nation, toutes les forces qui ont des intérêts divergents, soient capables d'entrer dans les rangs. Ou bien, toute action que vous êtes capable de faire qui a nuit
aux intérêts suprêmes, aux intérêts les plus élevés de l'État, et au même, il y a météo à côté, hors d'état de nuire. Maintenant, le comportement stratégique à l'exercice du pouvoir est avant tout stratégique. La stratégie, je suis spécialiste en théorie des jeux, maîtrise en théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est la science des interactions stratégiques. L'on exerce le pouvoir l'État, l'on action, résultat ne dépend seulement des actions grandes. La dépend tout aussi de comment l'autre monde réagit à l'action, l'autre monde qui l'a joué politique là à l'intérieur du pays, que ce soit les membres de l'opposition, c'est-à-dire les gens qui cherchent à provoquer l'alternance au pouvoir, ou les autres pouvoirs de l'État. Mais tout aussi comment d'autres États, comment les États étrangers vont réagir et comment vous allez adapter vos choix de stratégie à ces réactions-là, long dynamique où l'information est distribuée de façon incomplète et asymétrique. On dit qu'à dire long dynamique, bayésien, Sintelon Sal, côté nous avons enseigné, théorie des jeux. Et puis, il y a la capacité à subodorer l'avenir. C'est-à-dire, si la sagacité, c'est la capacité à comprendre les événements dans leurs dimensions multiples, il est nécessaire de voir les événements, de voir les choses, de voir les phénomènes avant qu'ils n'arrivent. Et encore Machiavel, il parlait de cette fièvre qu'elle est l'étisie dans Le Prince. Il dit l'étisie, son fièvre, sous découvrir le bonheur facile à guérir. Mais sous temps, c'est les toutes symptômes qui paraissent, et puis les pour comprendre, pour diagnostiquer, les ça, pas bon gens pour traiter lui, malade là pour mourir. Donc, ce qui fait que c'est la même chose dans la gouvernance de l'État, dans la gouvernance des États. C'est qu'il faut voir les choses, les phénomènes, avant qu'ils arrivent sur vous, et à partir de ce moment, on est capable de prendre les mesures à temps. Donc ça, c'est la sagacité. Maintenant, il nous reste 3 autres critères. Vous êtes en 14 ans. Il y a la transformation économique et sociale. La transformation économique et sociale est importante. L'État tant qu'Haïti, son chef d'État vient et puis l'entrée la même dynamique économique là, qui sont dynamiques, qui mènent nous à un équilibre qui est par étant inférieur, c'est-à-dire que tout le monde perdit. S'ils mènent nous était la même dynamique sociale là et sociétale là, qui sont dynamiques, qui ne peuvent pas faire l'autre bagaille, que mènent nous à instabilité, mènent nous à tout ça qui est incompatible au bien-être collectif. Donc, mon chef d'État qui n'a pas une capacité pour le transformer, pour le provoquer la transformation économique et sociale, donc il y a un problème, et lui-même et l'État qui l'a dirigé a sombré dans toutes sortes de choses. Maintenant, il y a la transformation des jeux et des règles de jeu. Les jeux, importants. Dans la dimension économique, il y a tout un ensemble de jeux. Il y a des acteurs qui s'engagent dans tout un ensemble de dynamiques de jeu. Et ces dynamiques, encore, peuvent conduire à des lieux qui sont incompatibles au bien-être collectif. Donc, il faudrait, dans certains cas, et le plus souvent toujours, changer les règles du jeu, changer la nature des jeux. Par exemple, le président Trump privé aux États-Unis, changer les jeux là, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas contents parce que il y a des jouets qui changent la relation internationale, capables de des impacts négatifs pour nous. Maintenant, et puis, le dernier facteur là, c'est la vertu. On cherche l'État qui n'est pas vertueux, qui n'est pas respect au bien-être collectif. Donc, c'était là les 17 critères. Maintenant, dans le vol moi fait sur le document, moi, ouais que l'État est capable de outils. L'État est capable de considérer comme un outil dans le cadre d'une campagne électorale. Et nous sommes capables de retourner sur ça après. Mais professeur dit non. Et ça m'a regardé là, j'ai mon résultat tombé. Qui est-ce qui est en première position, qui est-ce qui est en deuxième, en troisième, et qui est-ce qui est avant-dernier, dernier et autres. On partage le classement, en fait, pas toutes. Parce que ça va prendre trop de temps. On partage le classement. Qu'est-ce qui vient en premier et pour la qualité de sa gouvernance? C'est ça. Permettez, on prend 1 minute avant de partager le classement. On prend 1 minute, c'est important. Maintenant, une fois que nous finissons les critères, on finit 46 périodes de gouvernance. Il y a l'autre étape qui est fondamentale. L'autre étape là, c'est pour chaque période de gouvernance,
niveau de performance pour chaque critère. Ça m'a fait pour comme. Donc, ça me travaille avec des historiens qui sont spécialisés sur certaines périodes. Je travaille avec 8 historiens. Et chaque historien, ça a évalué pour certaines périodes de gouvernance, donc certains chefs d'État, niveau de performance pour chaque graine, l'an, 17 critères. Et à partir de ce moment, tout reste là vient traitement statistique de base. Calcul total, calcul moyenne. Inspirer des résultats, par exemple, des résultats, des références, tout ça. Bien sûr. Il y a les annexes qui gagnent pour chaque graine, période de gouvernance, pour chaque chef d'État, qui niveau de performance pour chaque critère. OK. Ça, c'est dans les annexes. Et mon cas référé l'annexe là, et c'est maintenant, ça ne va pas gagner parce que les historiens, ils ont dit, ils voulaient garder, ils voulaient rester dans l'anonymat. Ils me comprennent, parce que même penser anonymat, c'est après résultat, oui, par contre, vous d'accord? Non, après résultat, certes. Donc c'est après résultat, donc il y a peur résultat qui tombe là. Il y a peur. Il y a peur. Et nous allons comprendre pour qui ça, il y a peur. Ok, nous allons voir ça. On allait pour en première position, c'est qui chef d'État haïtien de 1804 à 2025 qui, selon les recherches, qui a une meilleure qualité de gouvernance. Ok. Sans ne pas faire du suspense, la première chose pour nous dire, c'est que, de façon générale, le niveau de performance est très faible. Monde qui dans la statistique après les moyennes, c'est-à-dire c'est au niveau de 47%. Donc, c'est-à-dire en dessous de 50%. Niveau de performance, ensemble chef d'État, niveau moyen de performance, ensemble chef d'État pendant toute l'existence du pays d'Haïti, très, très, très faible. Et c'est ce qui expliquait en partie que nous là. Mais nous gagnons. Mais qui ça, excusez-moi, professeur. Ça, c'est important pour nous faire un petit peu sous lui. Nous pas toujours gagné des gens qui sont inaptes en termes de formation académique, en termes d'intellectualité. Oui, non. Alors, dis-moi comme ça que qui ça qu'a fait niveau de performance en dessous de 50? Expliquer. Allô? Oui, moi la professeur. Nous allons regarder ça tout à l'heure, parce que l'étude, ça a tout gagné. OK. C'est parti ça que tu dans l'étude là. OK, mais d'accord. on regarde le résultat et puis on a privé sur point ça. C'est ça, OK. 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 Très bien. Maintenant, chef d'État qui vient en premier, c'est Paul-Eugène Magloire, avec environ 76% de performance. Ouais, par une personne chef d'État qui font un niveau de performance de l'ordre de 80%, de 90%. 76% de performance, Paul-Eugène Magloire, avec 130 il réalisait 130 points sur 170. Et après lui, nous gagnons le roi Henri Ier, avec 120 points sur 170, 72%, qui ex aequo avec le président Fabre Nicolas Giffard. Donc, à partir de ce moment, 3 SAO en tête. Paul-Eugène Magloire, numéro 1, ex aequo à la deuxième place, le roi Henri Ier et le président Fabre Nicolas Giffard. Maintenant, nous gagnons 3 présidents, nous gagnons des présidents qui ex aequo à la 4e place. Nous gagnons le premier mandat du président François Duvalier, le président du Marseille estimé et le président Cincinnatus Lecomte. Maintenant, il faut préciser qu'il y a seulement 2,5 qui séparent les gens qui sont en deuxième place, qui ex aequo à la deuxième place, avec les gens qui ex aequo à la 4e place. Donc, ce qui fait que entre la 2e place, ça me décale la 6e place, entre 2e monde et 6e monde, il y a de très faibles niveaux de différence, de très faibles différences en termes de niveau de performance. Maintenant, je dois dire que il y a 11 monde, nous avons top 10 qui a 11 monde parce que ex aequo à la 10e place, nous avons 2 présidents, dont le président
dont le président Henri Christophe, qui était président de la République septentrionale de 1807 à 1811. Donc, nous avons 11 personnes qui en l'air, qui fait des niveaux de performance qui sont supérieurs à 60%, et puis nous avons 9 personnes seulement qui fait des niveaux de performance qui sont situés entre 50% et 60%. Donc ça fait 20 personnes. Nous avons 26 chefs d'État qui ont affiché des niveaux exécrables de performance dans l'exercice du pouvoir exécutif. Et parmi ces 26-là, il y a des gens qui arrivent là dernier, dont les présidents, syndicat prend David Mathéodore, Henri Nanfi, Sylvain Salnave et le président Jean-Bertrand Aristide, ces deux-là, le président Sylvain Salnave et le président Jean-Bertrand Aristide, et le président Jean-Bertrand Aristide, qui arrive ex aequo à la dernière place. Ça veut dire 2 chefs d'État, c'est le plus mauvais chef d'État que le pays a connu depuis l'existence. Maintenant, on dit 2 périodes de gouvernance, qui c'était des périodes de gouvernance calamiteuses. Maintenant, je dois préciser tout aussi, une précision est importante. La dernière place, on a 3 périodes de gouvernance. Première période, c'était 1867-1870, et tout le monde a songé là, c'est une période de guerre civile. Deuxième période qui ex aequo à la dernière place, c'est 1991-1994-95, c'est président Jean-Bertrand Aristide. Tout le monde a compris que période, ça, c'est une période de grande agitation politique et une période d'embargo avec tout ça que nous connaissons. Troisième période à la dernière place tout aussi, c'est la période, disons 2001-2004, qui correspond encore avec une période d'exercice du pouvoir par le président Jean-Bertrand Aristide, qui sont périodes d'instabilité de toutes sortes. Gens nous connaissent, gens, histoire récemment présentée. Donc c'est ça, les résultats. Maintenant, par contre, si vous avez une question sur ça, nous décaler un petit peu. Non, nous allons prendre après tourner. Même temps, vidéo. Moun yo, enquêteurs yo, historiens yo, c'est pas des gens qui sont influençables, on est capable de dire idéologiquement. Vous voulez répondre après, vous avez répondu. Oui, répondre Nikounia là. Je vais répondre. Il y a une bagaille qui me fait en pile attention à lui-même, c'était faire en sorte que pour minimiser le plus possible bien, c'est-à-dire penchant, favorable ou défavorable que on monde a gagné. Monde c'est monde gagne faiblesse, les faiblesses humaines. Monde a toujours gagné penchant. C'est ça que fait, bah travail moi-même pour compte moi. Bah travailler avec un seul historien, bah travailler avec les 8 historiens, bah travailler avec eux en groupe, nous travaillons avec eux de façon indépendante et chaque fait évaluation et me prend un indicateur de tendance centrale qui c'est la moyenne, indicateur médiane tout aussi, pour que moi déterminer ça. Et cet indicateur de tendance centrale, il minimise bien, pas pral dire que prétention éliminer j'en dis ça parce que il n'est pas vrai, c'est une dit, mais on fait tout ça possible du point de vue scientifique pour minimiser les biais favorables ou défavorables que un monde qui a gagné dépendamment de penchant idéologique. Tout aussi, nous pas travaillons avec historiens qui connus pour leur penchant idéologique. Nous pas travaillons avec historiens qui connus pour leur position politique. Nous pas fait ça. Nous travaillons avec des historiens qui réputent foi, et puis nous faisons évaluation. Merci, professeur. Nous allons prendre pause en là. Nous avons appelé Jean-Antoine Mathias Laureus, une étude qui portait sur 46 chefs d'État sous évaluation qualité gouvernance politique en Haïti de 1804 à 2025. Et c'est l'Organisation internationale pour la démocratie et la gouvernance qui, comme entité en quelque sorte, recherche ça. Merci encore une fois pour votre disponibilité et nous retournons après pause là pour suite émission. C'est le temps de la pause, madame, monsieur, et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit.
Unipièce représentant les batteries Bosch. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur Jean-Antoine Mathias Laureus est notre invité. Nous essayons donc de comprendre les résultats, de la recherche menée sur 46 périodes ou encore 46 chefs d'État. Ça porte sur l'évaluation de la qualité de la gouvernance politique en Haïti de 1804 à 2025. Alors, professeur, première observation, les autant de non-organisations OIDG, l'Organisation internationale pour la démocratie et la gouvernance, que ce n'est pas une structure haïtienne et qui mène son organisation internationale. Un petit éclairage, une petite précision, s'il vous plaît. Merci pour ça. Et le forum que OIDG, Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance, qui a été fait en ligne, nous avons gagné un paquet de journalistes haïtiens, puis là-dedans, on a évolué à l'étranger, qui étaient participés là-dedans. Et c'est des gens qui connaissent qui étaient en Haïti, qui travaillent comme journalistes. C'est eux-mêmes moi qui sont en tête OIDG, dont on parlait du docteur Guillaume Ambroise, qui travaille dans Vision 2000. Donc, et c'est ça fait même d'accepter, pas accepter conduire étude ça pour des institutions qui étaient câblées, imposer des bagages, parce que je suis un chercheur indépendant et travaille moins haut, je dois refléter objectivité scientifique. Et ça, rigueur et objectivité. Donc, on est à l'aise, c'est des journalistes, anciens journalistes, certains là, qui retrouvent avec l'autre monde, l'organisation comme ça, et qui t'est lancé commande là. Et c'est ça que fait moi-même, je répondre à lui-même. Je vais préciser que moi, pas membre observatoire là, mais à mon moi été contracté, que me contracté, c'est des Haïtiens que oui. Certains là, bon, pour ne pas dire tout le monde qui là-dedans, que me contracté avec eux, il y a vivre en dehors du pays, Canada en particulier. C'est ça. Moi-même, moi, en Haïti, de l'autre côté, et c'est pas la première publication, moi, un ensemble de publications, en dizaines, dont une qui est plus connue, c'est l'axe du mal haïtien, la corruption, le narcotrafic, la terreur, cause fondamentale qui dans la bibliothèque, toute grande université, Harvard University, Princeton University et autres. Et même c'est à partir du travail ça que vous êtes tombé sur eux, que vous dit moi c'est à partir de qualité de travail ça que vous même avez décidé d'accepter et pour que moi conduire recherche ça pour vous. Donc ballon IDG, je réponds en commande que OIDG, qui est l'Observatoire international pour la gouvernance et de la démocratie, qui était lancé et mené au mieux de mes capacités et de mes habilités, et tout en faisant preuve d'objectivité et de rigueur. Alors, dans la remarque, mon estimé que, en fait, il y a besoin des explications. Peut-être des gens qui peut-être pas tant des critères, les 17 critères, mais ils trouvé ça un peu, ça paraît bizarre que c'est surtout le gouvernement populaire qui est en dernière position. Et par exemple, le gouvernement de Jean-Bertrand Aristide, le gouvernement de Sylvain Salnave, par exemple, alors qu'on dit que c'est Paul Eugène Magloire, c'est Roi Henri qui est en tête, qui est en première position. OK. Première bagaille, c'est que le document, ça, c'est un document radiographique. C'est pas un document d'analyse. On constate le tout, même j'ai abonné. Mais là, on constate, on pose peut-être une question, ça, tout. On dit, président Salnave, les Lapenteries Port-au-Prince, Sotlan Nord, après que le président Fab Nicolas Geffrard a qui arrivé la deuxième place dans le classement, ça,
Port-au-Prince, de bord, à battre bravo pour lui. Maintenant, le président Jean-Bertrand Aristide, particulièrement pour son premier mandat, nous songeons, on était là, en 1990, euphorique était gagné. Et il a prêté serment en 1991, 7 février 1991. Nous tous songés, populaire. On dit premier mandat, deuxième mandat, nous connaissons, ça a gagné dans l'élection 2000. Pas de monde dans la rue pour voter, le président Aristide dit ça. Ouais, le peuple est intelligent, il a voté, 2 étapes vie, tellement la réalité blanche. Mais, particulièrement pour son premier mandat, c'est un président populaire. Mais, ça c'est constat, ça fait un genre. Maintenant, souvent, on analyser. C'est un autre document, c'est une autre émission. Mais là, on est là, ça veut dire, position en monde, là, classement ça, il dépend de performance dans chaque grain, le critère. Maintenant, c'est une cas dit, 2 présidents qui arrivent dans l'exécution de la dernière place, le premier critère, déjà, on a dit, cohésion de la nation, on a posé cette question, on a dit, si c'est le critère ça, ils l'ont placé. Par contre, gardez pour modernité, il y a un ensemble de questions qu'à poser. Oui, mais je vais me préciser encore. Document, ça, c'est un document radiographique. Il n'est pas analysé. Il juste dit, mais qui ça donné historique au bail et me reporter. Je fais certainement me déterminer à partir de méthodes rigoureuses, statistiques, de méthodes statistiques multivariées, autres. C'est eux, ce mon document, c'est ça. C'est un document préparé de façon qui est plus froide aussi. Je suis pour salut, le président Aristide, il en première position. Hein? Il saute dans zone. Ça fait mal. Il faut préciser que le président, que moi, pas dans le top 10, il va dans 10 premiers. Maintenant, constatez vrai que Paul-Eugène Magloire, c'est lui qui en est numéro 1. Il y a des amis qui va aimer Paul-Eugène Magloire. Bon, Kounia, c'est pas aimer ou pas aimer. On regarde 17 critères. Donc, en monde est important pour garder méthodologie. Si vous d'accord avec méthodologie, ou d'accord avec résultat. C'est-à-dire, est-ce que 17 critères sont d'accord avec eux? Est-ce que il y a un scientifique dans le pays, un mathématicien que moi je discute avec lui, car si non, il n'est pas fâché, c'est le recteur Jacques lui marque. Il fait un commentaire qui, parce que judicieux. Il dit, est-ce que pas bon pour mettre des pondérations sur critères, c'est-à-dire des critères qui sont plus importants que l'autre. Ouais, peut-être ça mérite pour garder vrai. Mais analyse test de robustness que je fais, montrer que ça va changer grand-chose dans le classement. Il a fait peut-être on est 4e, 22e, ainsi de suite. Mais de façon générale, image radiographie a prêté même gens. Faible performance d'ensemble, chef d'État qui en fin classement, les 26 chefs d'État avec de faibles performances, il a prêté à peu près à côté hier, et chef d'État qui en l'air, il a pris l'air. Je n'ai pas fait de considération idéologique, parce que je n'ai pas choisi historien sous base idéologique. Mais tout 26... historien pense qu'il y a un penchant idéologique, et qui était à côté. 26 chefs d'État à faible performance est-ce que pas un pile point d'interrogation? Et c'est ça que je dit tout à l'heure. En pile dans le monde qui dirige les pays, ce n'est pas des idiots. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport entre la formation et la gouvernance? Professeur? Dans point 5, merci pour la question. Dans point 5 études là, point 5 études là concernent facteurs qui ont influencé la différence de performance entre les chefs d'État. Le premier facteur que nous avons analysé, c'est l'origine géographique. Parce que dans le pays, on parle qui toujours dit que le monde dans le nord fait politique de façon différente de monde dans le sud. On dit, OK, le pays à un certain moment était divisé entre le Grand Nord et le Grand Sud. Donc à partir de ce moment, on testé ça. Pour moi, est-ce que l'origine géographique des chefs d'État a influencé, ou bien t'es influencé, de ces 46 chefs d'État, t'es influencé la qualité gouvernance à partir des méthodes statistiques utilisées, je n'ai pas aucune influence. L'origine géographique n'a aucune influence sur les différences de performance entre les chefs d'État. Deuxième facteur, que
facteurs d'influence potentiels que m'analyser, c'est tranche d'âge d'appartenance. Est-ce que chef d'État jeune yo exerce pouvoir de façon différente du chef d'État qui est âgé qui a 50 ans et plus yo? Là, moi, je vois que certainement ça a un facteur, ça lui gagne une certaine validité statistique, mais c'est surtout lorsque les chefs d'État jeunes ont éduqué, expérimenté. Parce que m'utiliser le niveau de formation académique et l'expérience politique comme deux variables de contrôle qui permettent de regarder est-ce que les résultats me joignent premier niveau d'analyse, est-ce que yo kembe ou bien est-ce que yo renforcé les que testé pour le niveau de formation académique et puis expérience politique. Et certainement, moi joindre tout que chef d'État jeune qui expérimenté et qui éduqué yo même yo tendent à bailler des niveaux de performance supérieurs à chef d'État qui est âgé de 50 ans et plus. Donc, la tranche d'âge d'appartenance a une influence, mais lorsque c'est combiné avec, mais c'est lorsqu'on prend en compte les variables de contrôle que sont la formation académique et l'expérience politique. Troisième facteur que j'utilise, c'est l'origine sociale. Noir, mulat. Dans le pays, ça, chef d'État, nous, c'est soit mulat ou bien noir. Donc là, je testé pour ça. Et je joins que l'origine sociale, la catégorie sociale d'appartenance, il a un gros impact sur la qualité d'exercice du pouvoir. Chef d'État, les niveaux de performance des chefs d'État noirs sont largement supérieurs au niveau de performance des chefs d'État mulâtres. Et lorsqu'on prend en compte les deux variables de contrôle que sont la formation académique et l'expérience politique, l'écart là élargi beaucoup plus. Chef d'État noir qui est éduqué, expérimenté, va encore de loin des niveaux de performance supérieurs à chef d'État mulâtre. Donc, ça c'est la première variable, facteur qui est capable d'expliquer la différence de performance que nous testons. Moi, je joins que la catégorie sociale d'appartenance, c'est le premier facteur d'influence. L'autre facteur, maintenant, c'est la variable de contrôle, qui c'est la formation académique. Une chose que nous jouons, c'est que la formation académique est une condition nécessaire à l'atteinte de niveaux importants de performance économique, de performance de l'exercice des pouvoirs politiques. Cependant, c'est pas une garantie qu'un chef d'État qui a un niveau de formation académique élevé a pas de bons résultats. S'il est nécessaire, mais il ne pas garantit en rien qu'un niveau de formation élevé important. Maintenant, lorsque la formation académique est couplée avec l'expérience politique, ça c'est panacée à la bonne gouvernance. Comme c'est pas gouvernement, à des niveaux de performance très élevés. Maintenant, en dernier lieu, ma parole correct? Oui. Alors, donc, j'allais finir rapidement avec les deux autres facteurs, l'expérience politique importante, et le dernier facteur, c'est la qualité des constitutions en vigueur. Et nous voyons que la qualité de constitution en vigueur n'a aucun impact, aucune influence sur la qualité de constitution, parce que sur la qualité d'exercice pouvoir politique, parce qu'en Haïti, on dit toujours que la constitution, c'est papier, c'est fait. Alors, rapidement, ça me dit besoin avec vous. Étant donné que ce n'est pas des gouvernements qui exercent, enfin, ce n'est pas des chefs d'État qui exercent pouvoir dans un moment gouvernement provisoire. D'après moi, rapidement, vous parlez-nous de classement 3 présidents de Génération Panoyo. Pour moi, qui côté ou même les Sifonsa Maniga, Michel Martelly et Jovenel Moïse, avant que nous tombions dans les recommandations pour nous finir. Nous allons pour Maniga, pour Maniga. Le président Maniga, il est venu dans la deuxième tranche, c'est-à-dire deuxième cohorte, c'est-à-dire cohorte de président qui fait un niveau de performance rivalier entre 50% et 60%. Malgré ces 3 mois, elle fait, malgré ces 3 mois seulement à la 14e place. Malgré ces 3 mois, elle fait.
on regarde les critères pendant 3 mois, on regarde chaque critère, c'est ça qui permet d'éviter les gens, tout le monde qui attend, aller dans l'annexe, il a regardé pour chaque président. Pendant 3 mois, c'est sûr que les gens ont dit, ouais, action, est-ce que il a été fait de façon incompatible à la cohésion de la nation? Est-ce qu'il était nuit? Est-ce qu'il était contraire à l'intérêt national? Est-ce que tout le monde a dit que ça a regardé le niveau de performance dans chaque critère et il a regardé. Et c'est vrai, il y a des gens qui ont dit nous avons besoin beaucoup plus de temps, nous avons besoin beaucoup plus de temps pour nous évaluer. Est-ce que tu as bien consistance dans ça? Mais en préciser, c'est environ 50%. Ce n'est pas un haut niveau de performance. 50%. Donc, 56% environ que le fait. Donc, ce n'est pas un haut niveau de performance. Donc, à partir de ce moment, oui, on regarde le deuxième président nous. Martelly se retrouve à la 22e place. Ça veut dire qui ça? Hein? Nous gagnons 11 qui l'ont top 10 parce que à la 10e place, il y a 2 chefs d'État qui exécutent à la 10e place, ça fait dans le top 10 il y a 11. Et puis il y a 9 qui sont dans le 2e groupe, ça fait 20. Alors, tout le président, c'est inférieur à 40%. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, très bien. On dit que Martelly est inférieur à 40%. Martelly à la 22e place. Président Martelly à la 22e place, avec un niveau de performance inférieur à 40%. Le président Martelly. Le président Jovenel Moïse à la 23e place. Donc, avec un niveau de performance encore inférieur à 50%, avec 43% de performance. C'est pas, maintenant, la moyenne de l'ensemble des chefs d'État, c'est 47%, et performance, président Jovenel, lui-même, est inférieur à la moyenne. C'est vrai, mon dit pour qui ça, il n'est pas plus bas. Non, il faut regarder au niveau de l'ensemble des critères et garder performance pour chaque critère. Mais ce n'est pas une performance importante. Je vais comparer au nègre qui fait moyenne 2 à un nègre qui fait moyenne 3, c'est 2 médiocres. Donc, là, ça, nous juste garder qui ça fait ça arriver, qui facteur qui fait qu'il y a des niveaux de performance médiocres et qui facteur qui fait qu'il y a des niveaux de performance importants. Et c'est ça qui est important pour que nous gardions. Maintenant, dès que nous regardons des facteurs d'influence, ça, nous dit, avec ces premiers facteurs, si nous faisons des combinaisons de eux-mêmes avec eux, si nous combinons de différentes façons, nous avons défini des profils de chefs d'État. Et là, nous définissons 26 profils de chefs d'État. Par exemple, des chefs d'État noirs, éduqués, expérimentés, des chefs d'État jeunes, éduqués, expérimentés, des chefs d'État mulattes, éduqués, expérimentés, des chefs d'État éduqués avec niveau de formation académique important et faible expérience politique, chefs d'État avec faible formation académique et faible expérience politique. On fait définir le profil de ça, avec données historiques et résultats que nous gagnons dans les critères, nous déterminer les scores que chaque profil de ça réalisé, les niveaux de performance de chacun de ces profils. Et à partir de ce moment, nous faisons un classement pour la globalité des 17 critères. Et là, nous avons des résultats intéressants. Nous avons des résultats intéressants que nous jouons dans le classement des profils de chefs d'État. Nous jouons dans 2 profils qui arrivent en dernier. Ces profils de chefs d'État, ce sont les chefs d'État avec grande formation académique et faible expérience politique. Et chefs d'État avec faible formation académique et faible expérience politique. C'est au dernier, dans le classement profil. Mais moi, je ne vais pas parler de René Préval. C'est quoi son classement? Le président René Préval, il a vérifié rapidement pour moi, mais il a fait un classement, peut-être dans 30, avec des niveaux de performance de l'ordre de 30%. 34e place. 34e place sur 46, avec peut-être un niveau de performance autour de 30%, dans les 30%. Donc, on dit que Michel Martelly et Jovenel Moïse fait plus que René Préval en termes de... On parle que pas dit. Classement sans conséquence. Professeur Charles Cadet, qui était professeur de méthodologie de la recherche, il dit, lorsqu'on recherche, ou pas, où est le résultat de recherche,
résultat qui bon ou bien pas bon, mais ce n'est pas le résultat pour qu'on s'il bon ou bien s'il pas bon. C'est à la méthode, qui hypothèse qui est faite, qui méthodologie, qui données, et c'est là pour nous être. Maintenant, données ça, bon là, mais si on a analysé, c'est un document diagnostique, intérêt de la nation, nous songez, président, intérêt national, moi, président, Préval pas fait performance élevée là, moi, modernité, le président Préval fait gros score là, prestige de l'État, le président Préval fait gros score là, la vertu, le président Préval fait gros score là. Et sinon, tous les critères, ça, il fait des performances médiocres. Et Jean-Claude Duvalier? Jean-Claude Duvalier, dans la deuxième tranche, avec le niveau de performance autour de 50%, disons entre 50% et 60%. Est-ce que ça, nous ne va pas mettre... À la 13e place. 57%. Est-ce que le temps qu'il a passé au pouvoir pas joué en faveur? Il a joué en défaveur tout aussi. Il a joué en faveur, il a joué en défaveur. Par exemple, on prend le président Jean-Pierre Boyer, qui passe en pile temps sous pouvoir. En pile, le monde critique pour des bagailles qu'il fait ou bien qu'il n'a pas fait. Mais sur l'ensemble, maintenant, on prend dans l'autre sens le président François Maniga, qui va passer en pile temps sous pouvoir. Noël a une performance qui est supérieure à niveau de performance, par exemple, Alexandre Pétion, qui lance autour de QA, qui fait des niveaux de performance très faibles. Rappelez-nous le classement du Marseille estimé. Du Marseille estimé est ex-aequo à la 4e place avec François Duvalier pour son premier mandat et Cécinatus Lecomte. Le président Cécinatus Lecomte, par exemple, il n'a passé qu'une année au pouvoir. Il retrouvait l'ex-aequo à la 3e place. Avec 69% de performance. Maintenant, la question me joint, pour qui ça, président du Marseille estimé par la première place? On a changé dans le commencement de l'émission. On dit, ouais, maintenant, il fait des performances inférieures à Paul-Eugène Magloire et à Fab Nicolas Giffard sur la question de la vertu, sur la question de l'intérêt national, sur le courage politique et leadership, sur les jeux avec les États étrangers, performance inférieure, même si ce n'est pas largement inférieur, mais elle fait des performances en dessous du niveau de performance chef d'État Sayo. Et c'est ça qui expliquait qu'il y a 12,5 de différence sur 170 entre du Marseille estimé, le président du Marseille estimé et le président Paul-Eugène Magloire. Il y a quelqu'un qui dit que du Marseille estimé, ou encore Paul-Eugène Magloire, a bénéficié de travaux que estimé était commencé. Bien sûr, bien sûr. C'est ça que fait après la modernité et progrès économique. Le président du Marseille estimé, c'est très grande, c'est-à-dire niveau d'efficience très élevé, c'est pratiquement 10 sur 10, c'est presque 10 sur 10. Mais différence entre eux-mêmes et entre le président estimé et le président Paul-Eugène Magloire, pas très grande. Ce qui fait que point fort là, pas un point faible pour les autres. Alors que point fort pour les autres, pour certains, par exemple pour le président Paul-Eugène Magloire, le prestige de l'État, l'intérêt national, la vertu, là, elle fait des scores qui largement supérieurs à président du Marseille estimé. Le président du Marseille estimé, c'est le président qui fait score qui est élevé pour modernité et progrès économique et social. Il y a des gens qui disent le courage, par exemple. Mais c'est une dans 17 critères. Oui, il y a des gens qui sont capables de dire, bon, le courage, c'est un critère. Il y a des gens qui disent le courage de Jean-Bertrand Aristide, tout est à jouer en faveur. C'est pas vrai, non? OK, c'est ça. Le courage, c'est pas le courage, force physique, ou bien courage, l'anti belle parole. Le courage, c'est la capacité. Bon, bon exemple. Courage et leadership, ces deux-là sont couplés ensemble. Courage et leadership, c'est un seul critère. Courage et leadership. On prend le président Nelson Mandela. L'elfin président. Tout conseiller lui dit, monsieur, c'est le moment pour nous faire blanc au pays. Et à partir de ce moment, c'est facile pour le dire, bon, ouais, nous allons le faire, ça va être fait maintenant. Et ça va être facile parce que l'opinion publique
Tu es en faveur l'Afrique du Sud majoritairement noire, il est en faveur de ça. Et là, ça, Michel, il dit, non, mais s'il fait le même bagage que tu fais maintenant, il n'a pas le fait nous-mêmes, ça ne te fait pas. Donc, il a eu le courage d'affronter ses plus proches conseillers et d'aller avant contraire. Et il fait preuve de leadership. C'est de ce courage politique-là que nous parlons. Courage politique et leadership. Dommage, professeur, nous sommes obligés de camper, mais bien que nous ne pas trop camper sur recommandations. Dis-nous, il y a des gens qui ont besoin d'accéder à des documents, ça pour le faire? La contacté Observatoire international là, Observatoire international sur la gouvernance, disons, Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance pour que les gagnent li, ou bien ils sont capables de voyer un WhatsApp pour moi, si vous permettez de un numéro WhatsApp. Allez-y, allez-y. 37 91 62 79. 37 91 62 79. Et s'il vous plaît, pas écrit pour nous menacer, il n'y a pas aucun effet, aucun impact, aucune conséquence. Merci. Merci beaucoup, professeur. Tu es content d'échanger. Et si je bien compris, Métropole, pas de dernier média qui a accès à teneur travail. Certainement pas. Par contre, qui est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'ai voyé travail là parce que c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité pour faire. Moi-même, je remercie. J'ai des amis qui me font gagner, premier draft, question que tu commenté, critiqué, après que je suis arrivé à travers ça. Mais pour la presse, c'est l'OIDG, et je pense que c'est pas le dernier média. L'autre média qui veut gagner, si vous écrit moi, m'a fait aller arriver requête là au responsable de l'OIDG. Merci en pile parce que vous acceptez de recevoir moi. Travail, ça me fait surtout dans l'objectif pour me verser dans le débat public sur la gouvernance politique, parce que si la gouvernance politique n'est pas bonne, on ne peut rien qu'à marcher dans le pays. Quel que soit sortant des cas, la politique est surdéterminante, même si l'économique est importante, mais c'est la gouvernance politique-là qui doit bailler le temps, qui a assuré la pérennité de l'État. Merci en plus. Merci encore une fois, professeur Jean-Antoine Mathias Laureus. Merci parce que vous avez accepté de discuter avec nous, partager avec nous. Contenu, document ça n'a pas de l'autre l'heure. Et si vous voulez, m'abdou, bonne année. Bonne année, courage. Merci. Bonne année et courage. Voilà, madame, monsieur, vous avez suivi donc la rubrique Le Point de ce matin avec le professeur Jean-Antoine Mathias Laureus. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon jeudi rétro avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce représentant les batteries